Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de ce journal. Le permis à vie, c'est bientôt fini. Une révision majeure du permis de conduire va être opérée par les instances européennes dans les prochains mois. Nous verrons dans cette édition les principaux changements et ce que les Français en pensent surtout. Dans ce journal également, nous plongerons au cœur des coulisses de la fabrication du champagne. Cette semaine, nous découvrirons comment le chef de cave et son équipe assemblent les cépages pour créer un millésime exceptionnel. Des images à surtout ne pas manquer. Ils sont décidément partout et pas qu'en période de guerre. Nous verrons comment les drones révolutionnent le domaine médical. Un projet vient de voir le jour pour transporter des échantillons biologiques par les airs, vous le verrez. Enfin, je vous propose une immersion avec le chœur d'hommes de Hombourg-Haut en Moselle. Cette chorale masculine est l'une des dernières en France et elle vient de fêter ses 160 ans. Je vous le disais dans les titres, le 21 octobre dernier, les députés européens ont approuvé une révision majeure du permis de conduire. Les principaux changements s'opèrent sur la durée de validité réduite à 15 ans et à l'instauration d'un examen médical. Explication avec ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux, Antoine Rivalin. On se souvient tous du jour où nous avons décroché notre permis. Mais l'avoir à vie, c'est bientôt terminé suite à de nouvelles règles européennes. Au renouvellement de notre permis, il faudra maintenant réaliser une visite médicale ou alors remplir un formulaire d'auto-évaluation. La France n'a pas encore tranché. Mais s'assurer de la capacité de conduire pour tous est une nouvelle bien accueillie, surtout pour les personnes âgées. Ça leur ferait prendre conscience surtout qu'ils sont peut-être plus aptes à conduire, parce que quelquefois c'est la famille qui est obligée de leur dire, et la famille, voilà, les parents n'ont pas forcément envie de s'entendre dire par les enfants qu'ils sont plus aptes à faire quelque chose. Avec l'âge, les capacités de conduite peuvent être impactées. Réflexes, vision, connaissance du code. Chaque année, les seniors de 75 ans et plus causent 27% des accidents mortels. On a tous en tête des exemples de personnes d'un certain âge qui n'ont pas vu le panneau ou qui n'ont pas compris ce que voulait dire le panneau et qui remontent une autoroute à sens inverse et qui causent des dégâts, voire des décès. Du côté des médecins, et si la visite médicale est rendue obligatoire, il va être difficile d'en organiser pour les plus de 40 millions détenteurs du permis. Actuellement, on est en manque de ces médecins agréés comme on est en manque de beaucoup de médecins. Mais si on revoit la situation et qu'on se projette dans une quinzaine d'années, il est évident que le nombre de médecins en France aura énormément augmenté et que probablement ça posera moins de problèmes. En tout cas, si la visite médicale doit être faite par le médecin généraliste. La visite médicale inclura des tests de vue et cardiovasculaires. L'État a 3 ans pour inscrire ces nouvelles règles dans la législation. Tout autre chose maintenant, chaque année, des dizaines de bêtes de cheptel meurent après des attaques de chiens sauvages. Des pertes considérables pour les agriculteurs qui peuvent aller jusqu'à 10 ou 15 ans de production en moins par bête. En Martinique, les agriculteurs tirent la sonnette d'alarme avec déjà une 60aine d'attaques recensées depuis le début de l'année. Reportage de ATV sur place. Géric, éleveur, a déboursé près de 200 € pour soigner sa chèvre mordue par des chiens avant-hier soir au Vauclin. Une de ses brebis a, elle, succombé à ces attaques. Une perte considérable qui s'étend sur plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai perdu une chevrette qui allait faire des petits pendant pratiquement 10 à 15 ans. Donc j'ai perdu 15 ans de production. J'ai un ami agriculteur au Vauclin aussi qui a perdu un bœuf. Donc il s'est fait mordre à la bouche, pareil, il ne pouvait plus manger, ça s'est infecté. 2 jours après, il a retrouvé la bête morte. En une semaine, plusieurs attaques de chiens ont été recensées sur le secteur du Vauclin. L'Association de protection et de promotion des animaux d'élevage de Martinique recense depuis le début de l'année une 60aine d'attaques et plus de 515 animaux tués sur tout le territoire. Une réunion a été organisée avec la GEPAM afin de trouver une solution face à ce problème croissant sur l'île. Aujourd'hui, on a des gens qui partent. Quand ils repartent sur la métropole à l'Hexagone, ils lâchent les chiens dans la nature. Il faut qu'on arrive à mettre en place une capture sérieusement sur tout le territoire de la Martinique. Aujourd'hui, j'ai une capacité ici de récolter 200 chiens. Et si ce n'est pas suffisant, je suis en train de travailler pour réouvrir la fourrière de Sainte-Luce qui se trouve à Céron.
Si la fourrière de Sainte-Luce pourrait réouvrir bientôt pour une capture plus rapide des chiens errants et divagants dans le secteur du Sud, l'association de protection et de promotion des animaux d'élevage de Martinique interpelle les collectivités et la préfecture pour une véritable opération coup de poing. Une opération qui va entre 6 et 8 mois, qui prend la période de juillet-août où il y a les abandons, la période de Noël où il y a les divagations par rapport au pétard et la période aussi du carnaval. Les mairies n'ont pas énormément de moyens. Il faut que l'État trouve les moyens, l'argent pour qu'on puisse mener cette mission. L'association d'éleveurs frappe aujourd'hui à toutes les portes en demandant une réunion de crise dans les plus brefs délais avec le préfet, les maires, les EPCI, la CTM, la Chambre de l'agriculture et la DAF. Toujours dans l'actualité, en France, près de 3,5 millions de personnes déclarent vapoter chaque jour. Cela ne prend pas en compte les mineurs qui sont nombreux à commencer la vapote, de plus en plus jeunes malheureusement. La semaine dernière, les députés ont voté contre une taxe sur les cigarettes électroniques. Que changerait une taxe pour les professionnels et les clients? Réponse à Nantes avec notre partenaire Télé-Nantes. La cigarette électronique sera-t-elle taxée? Les députés ont voté contre en commission des finances, mais ce vote doit être confirmé lors de l'examen du projet de loi de finances. L'objectif du gouvernement pour 2026 est une taxe de 30 à 50 centimes par flacon. Si la majorité des professionnels sont contre, ce gérant d'une boutique indépendante à Nantes estime que la taxe peut permettre d'apporter plus de contrôle. C'est une bonne chose selon lui. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de contrôle. Il y a beaucoup trop de boutiques qui vendent pour vendre et sans vraiment conseiller. Et ce genre de taxe va amener d'autres choses. Ça va amener plutôt de la formation, peut-être former les gens, enfin les patrons, les employés. Pour les vapoteurs, l'augmentation du prix ne serait pas une bonne nouvelle, mais elle aurait le mérite de décourager peut-être les plus jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à fumer avec la cigarette électronique. Donc si ça augmente, peut-être que ça pourrait aussi jouer sur la consommation chez les jeunes. Si la vape joue un rôle essentiel comme outil de sevrage, il ne faut pas minimiser ses effets sur la santé. Souvent, j'explique aux patients que je reçois pour le tabac, pour le sevrage tabagique, que la seule chose qu'ils fassent quand ils fument, c'est payer pour s'empoisonner. Concernant la vapoteuse, on pourrait dire il paye pour s'intoxiquer. Il est important quand même de signifier que c'est pas un produit anodin. Et en cela, je pense que ça peut être intéressant quand même de pouvoir, à travers une taxe, signifier cela. Si la taxe est vraiment retoquée lors de la discussion budgétaire, ce ne sera qu'un sursis. En effet, l'Union européenne prévoit de toute façon une taxation pour tous les produits de vapotage dès 2028. Une taxe bien plus importante que celle que prévoyait la France. La semaine dernière, nous vous avons présenté des images exceptionnelles au cœur des vendanges en Champagne. Je vous propose une dernière immersion dans les coulisses de la fabrication de ce breuvage exceptionnel de la maison Moët-et-Chandon sur le mystère de l'assemblage des différents cépages, vous allez le voir. Avec le chef de cave, les équipes énologiques composent comme des parfumeurs les cuvées de la maison. Regardez. Aujourd'hui, à Fort-Chabrol, nous allons assister à une étape importante dans l'élaboration du champagne, une étape à la fois créative et mystérieuse. La dégustation des vins clairs, sortis de la cuverie, et l'assemblage qui permet au chef de cave de composer avec ces différents vins le champagne qu'il souhaite. Dans le processus créatif du champagne, il y a une étape technique, qui est l'étape de la vendange, du pressurage, de la vinification, et puis ensuite il y a une étape sensible pour nous amener jusqu'à la création, qui va commencer par la dégustation des vins de base. Les vins de base, en fait, c'est les vins individuels qu'on obtient à l'issue des vendanges, à l'issue des fermentations, à l'issue de la fermentation alcoolique, et qui vont être la base de nos assemblages, pour évaluer quelque part leur qualité, plus encore leur potentiel. Dans un deuxième temps, on va créer des pré-assemblages, des premiers regroupements, et en troisième temps, l'assemblage final, qui va être le vin qui va être mis en bouteille, qui doit avoir la signature du brut impérial. Et quand on est dans l'esprit du millésime, on va être plutôt sur la création, plutôt sur mesure. Même s'il était discret, il se révélait pas mal dans le verre, avec un fruit plutôt charnu, que j'aurais... Je me demande s'il y avait un peu plus de meunier dans cet assemblage-là que dans les autres. On a vraiment des visions différentes, et la dégustation, en fait, s'appuie beaucoup sur le passé, le vécu de chacun. On a des univers sensoriels qui sont vraiment liés à ce qu'on vit au quotidien, à nos origines notamment.
et c'est toujours intéressant de partager son ressenti. On fait un genre de classement, rangement au milieu de tous ces vins. Ça paraît assez vertigineux parce qu'on a entre 900 et 1000 vins différents chaque année. On redéguste aussi les vins de réserve de l'année précédente. Et puis ensuite, c'est un jeu d'assemblage, de trouver qui va où, en tenant compte aussi des volumes et des cuvées qu'on doit créer. Ça paraît difficile, ça l'est, effectivement, mais il y a surtout beaucoup de magie et beaucoup de plaisir à faire cet exercice avec l'équipe œnologique. Ouais. Ce vendredi 31 octobre, nous avons célébré la fête d'Halloween. Je vous propose de visiter la maison de Aude, cette Savoyarde qui s'est inspirée des Américains pour transformer sa demeure en un véritable parcours truffé de monstruosités, le tout entouré de décorations terrifiantes. Une immersion proposée par 8 Mont-Blanc, Chloé Lemeur. Une main ensanglantée, des squelettes animés, un bébé qui pleure. Bienvenue dans la maison de l'horreur. Derrière cette idée terrifiante, Aude Vergne, une habitante de la Motte-en-Bauge. Ce projet est né suite à un voyage aux États-Unis où, en fin de compte, on a vu des magnifiques décorations et tout est extravagant aux États-Unis. Et ils nous ont ouvert leur porte de garage et j'ai trouvé ce côté très convivial d'inviter les gens. Et quand je suis rentrée, nous étions en pleine construction. Quand on a fini la maison, ça a commencé la première année à mettre quelques petites décos. L'année d'après, ça a continué, plus en plus de monde. Un projet colossal sur lequel cette passionnée travaille depuis presque 3 mois. Créatures animées, parcours ludique, mais la pièce maîtresse, c'est la maison hantée. Dans la salle du restaurant où, en fin de compte, pour moi, ça explique une histoire. C'est en fin de compte un petit bébé qui est mort. Donc on va rentrer dans le couloir pour pouvoir accéder à la chambre de la petite fille. Et donc après, on passe dans les prisons pour expliquer que la personne, elle était arrêtée. Et après, on passe à la chaise électrique pour dire qu'en fin de compte, on l'a tuée. Et pour finir, on passe au niveau du chirurgien, où le chirurgien va découper des morceaux pour qu'on puisse le manger dans le restaurant. Un véritable parcours truffé d'horreur, où les acteurs prennent d'ailleurs leur rôle très à cœur pour le plus grand des frissons. Je pourrais vous tuer! Allez! Ça me fait rire, plus qu'autre chose. Ça fait un peu peur, la pièce où je suis. Mais je suis forte dans le fait de garder la face aux gens que je connais. Objectif plutôt réussi. Ce soir-là, parents et enfants ont tous été séduits par la scénographie. Et bien sûr, non sans avoir eu quelques petites frayeurs. J'ai bien aimé les acteurs, ça faisait un peu peur. C'est quand même un peu flippant. Je ne savais pas au début que qu'il y aurait tout ça là-dedans. Mais c'est impressionnant, hein. Je ne sais pas d'où elle sort toutes ces idées, mais ouais, c'est vraiment génial. Mais attention à ne pas vous perdre dans les ténèbres des Bauges. Depuis la période de Covid, les vannes aménagées séduisent de plus en plus de Français. Les ventes sont en augmentation ces dernières années. Cette tendance, la van life, c'est son nom, permet d'avoir un véhicule à l'utilisation quotidienne et qui peut aussi servir pour partir à l'aventure et se déplacer en toute liberté les week-ends. Écoutons des professionnels du secteur sur ce sujet au salon Camping Car de Saint-Étienne au micro de TL7, la chaîne de la Loire. Les vannes et les fourgons restent les premières ventes. Aujourd'hui, ça pèse 56% du marché au niveau des immatriculations ces dernières années. Le camping-car a connu une progression cette année de 8%, donc ça reste quand même très important. Et puis cette van life, effectivement, alors elle s'est accentuée avec l'effet Covid. Les gens ont voulu partir, retrouver de la liberté. Et puis il y a aussi cette volonté de découvrir, de partir peut-être un peu moins loin. Ça va être une clientèle un peu plus jeune qui recherche une voiture, un camping-car qui vont se servir aussi bien pour partir au travail que le week-end pour partir en escapade. Je vous propose maintenant une immersion touchante dans la journée d'un élève de terminale aveugle de naissance. Il bénéficie de la présence d'un chien d'assistance pour le guider jusque dans les salles de classe. Son établissement scolaire a mis en place plusieurs initiatives pour faciliter son cursus scolaire. Reportage de Puissance Télévisions, Léo Martin. C'est devenu une habitude pour ses élèves, mais c'est un quotidien pour Elliot. Dès l'entrée du lycée, il est accompagné par Tropique, son chien d'assistance. En fait, je rentre quelques minutes après la sonnerie, qui reconnaît, et moi je lui donne des ordres aussi pour lui indiquer dans quelle direction il faut aller. Aller à gauche et en avant. Pour l'accompagner, l'établissement a même installé un lieu pour qu'il puisse s'occuper de Tropique. Avant, j'avais une canne blanche, voilà.
donc avec laquelle je me déplaçais en balayant le sol à ma droite et à ma gauche en fait. Donc là la différence, c'est que c'est beaucoup plus confortable. Mais avant de trouver le chien qui lui correspondait, il a dû passer par l'étape des sélections. On fait un stage de 3 semaines. Les éducateurs canins nous proposent plusieurs chiens sur différents trajets. On va devoir dire quel chien on a préféré et au bout du 3e jour, les éducateurs vont nous remettre le chien en fonction de nos caractéristiques, de notre vitesse de marche, de la correspondance entre le chien et le maître. Tropic est même considéré comme un élève à part entière du lycée. On a eu un petit document de l'association qui nous a permis en fait d'informer les élèves de l'établissement comment ils devaient réagir quand il y avait le chien. Tropic a pris sa place comme un élève lambda en fait. Lors des cours, la difficulté pour Elliot est de devoir écrire ce qu'il y a marqué sur le tableau. Il peut également prendre des notes grâce à un outil particulier. C'est des combinaisons de touches qui correspondent à des lettres. C'est plein de combinaisons comme ça et ensuite ça s'affiche dans ce qu'on appelle la plage braille qui est en dessous où je lis ce que j'ai pu écrire. Cette année, Elliot a 15 de moyenne générale et est considéré comme un élève modèle par ses professeurs. À l'avenir, il aimerait continuer ses études et aller à Sciences Po pour y étudier la géopolitique. Je vous le disais dans les titres, les transports d'échantillons biologiques en France font face à beaucoup d'obstacles, bouchons, accidents ou encore problèmes de logistique avec les transporteurs. Cela peut parfois mettre en danger la vie de certains patients. C'est alors que les drones entrent en jeu pour diminuer les temps de trajet. Encore en phase de test, cette solution pourrait être appliquée d'ici 2 ans. Écoutons l'un des fondateurs de ce projet au micro de La Provence, notre partenaire sur place. L'objectif du projet, c'est de gagner du temps sur le parcours et donc d'améliorer la prise en charge des patients. Pour ça, on a mis en place donc, le drone que vous voyez derrière moi. Il est équipé du coup d'une boîte de transport, c'est ce qu'on voit en dessous, dans lequel les sacoches de transport de produits de santé seront insérées de façon à pouvoir donc, mettre en toute sécurité l'ensemble des prélèvements biologiques et pouvoir les envoyer jusqu'à Aix. C'est un peu comme le tramway, c'est-à-dire que vous avez une gare de départ, une gare d'arrivée, et après il est sur son couloir, il fait ses allers-retours sur son couloir. Il est souvent la dernière personne vers qui on se tourne pour réparer nos objets de valeur, montres, bijoux. Frédéric donne une seconde vie à tout ce qu'on lui donne. Ce maître artisan, bijoutier, horloger perpétue le savoir-faire d'un métier d'art exceptionnel qui se transmet depuis 6 générations dans sa famille. Vosges Télévisions l'a rencontré dans son atelier à Bruyères. Regardez. Penché sur l'établi, concentré sur l'ouvrage, le travail de Frédéric Brabant, seul maître bijoutier horloger des Vosges, est rythmé par les carillons des pièces entreposées dans l'atelier. L'artisan est très sollicité, car entre ses mains, une simple montre ou le plus beau des bijoux trouvent une seconde vie. La cliente avait une alliance diamant qui était trop usée pour être réparée dans l'état. Donc on a proposé à cette cliente de refondre la monture pour en refaire une neuve. Et puis là, on est en train de ressertir les diamants sur l'alliance à l'identique de son ancienne bague. Tout se répare, absolument tout se répare en bijouterie, pas comme en horlogerie parce qu'on a des fois la contrainte de trouver des pièces. Réparer et restaurer les objets, une tendance dans l'air du temps. Dans ce commerce, cela concerne surtout les bijoux. En horlogerie, pour les montres, excepté certains modèles suisses haut de gamme, chaque panne trouve sa solution. Sur les montres actuelles à quartz, oui, c'est évident qu'on retrouve toujours les mêmes références de mouvement dans toutes les montres, que ce soit toutes les marques diverses et variées. On a ou du mouvement Citizen ou du mouvement Seiko via des filiales, ou du Casio. Voilà. Donc on retrouve les références mouvement se retrouvent assez facilement. Dans les demandes de la clientèle, la valeur sentimentale prend souvent le dessus. C'est le bijou de la grand-mère, l'alliance de la grand-mère, des fois qu'on transforme pour leur mariage à eux. Je viens faire agrandir une bague qui est trop petite. Malheureusement, j'ai pris 10 kilos et voilà. Il faut réparer, il faut essayer de faire de son mieux pour ne pas reprendre quelque chose qu'il faut reproduire à nouveau. C'est pas écologique. Vous l'aimez bien, cette montre ? Oui, je l'aime bien, cette montre. J'aimerais bien la réparer, mais bon, c'est pas à gagner. Renommé pour son savoir-faire, aucun mécanisme ne résiste à l'artisan bijoutier horloger. Ça va du vieux jouet de collection à des fois un vieux thermomètre à aiguille, enfin un petit peu tout. Je suis des fois la dernière personne à qui on peut se dire « Ah tiens, il va peut-être y arriver ».
Le tic-tac des horloges aura vu 6 générations d'une même famille se succéder dans la pratique de ce métier d'art que l'artisan de Bruyères transmet aujourd'hui à une jeune sertisseuse. Et puis cette semaine, vous pourrez retrouver en kiosque 2 éditions spéciales du magazine Le Point. La première prend la direction de la ville de Nantes. Ce numéro fait le bilan du passage de Johanna Roland à la mairie de Nantes depuis 2014. La maire socialiste est notamment attaquée sur l'insécurité, l'écologie, l'urbanisme. Le Point publie aussi un numéro, vous allez le voir, sur la ville de Montpellier. Le voici. Le magazine sonne l'heure du bilan sur le mandat de Michaël Delafosse, arrivé en 2020 à la mairie. Transport, sécurité, déchets, tout est passé en revue. Ces éditions du magazine Le Point sont bien évidemment à retrouver dans vos kiosques dès ce week-end. Vous connaissez bien évidemment les célèbres 24 heures du Mans, mais connaissez-vous les 24 heures miniatures? Cette course d'endurance rassemble une 50aine de pilotes autour d'un circuit miniature avec des voitures toutes petites. Écoutons 2 participants au micro de 7 à Limoges qui nous dévoilent les secrets de cette course. Il y a des difficultés particulières, comme la fin de ligne droite, il faut vraiment décélérer pour essayer de prendre les virages le plus régulier possible, sans freiner, parce qu'il y a un frein moteur, hein, ça reste des voitures avec des freins moteurs, chacun n'a pas la même stratégie. Les ravitaillements, il faut faire attention à la casse aussi, parce que plus il y a de casse, plus on va perdre des tours. Et puis on sera rétrogradé dans le classement. Freiner au bon moment, accélérer au bon moment. Est-ce que ça dérape aussi facilement? Eh oui, c'est pour ça qu'il faut bien doser, parce qu'on peut très bien se retrouver avec le châssis qui part un petit coup en arrière, un petit coup sur le côté. Véritable institution de la culture mosellane, le Chœur d'Homme de Hombourg-Haut vient de fêter ses 160 ans. Ce groupe de 67 choristes se réunit chaque semaine autour de la même passion, le chant dans tous ses registres. Des chanteurs qui explorent un répertoire varié, qui enrichissent leur programme avec de nouvelles pièces chaque année. Reportage de Moselle TV, regardez et écoutez. Le Chœur d'Homme de Hombourg-Haut chante à l'unisson depuis plus de 160 ans. 1950, ce sont les premiers choristes qui ont recommencé à former le Chœur d'Homme après la guerre, quoi. Cette institution locale perpétue une tradition musicale qui traverse les générations et les continents. Leurs voix ont résonné en Moselle, mais aussi dans toute la France, l'Europe et même jusqu'au Canada. Au départ, il y avait pratiquement que des Hambourgeois dans le chœur. La plupart, c'était des salariés de l'usine. Pour eux, c'était de prendre un peu de bon temps après les heures de travail, hein. C'est quand même notre patrimoine hambourgeois. En 2025, le chœur a su évoluer sans jamais renier ses racines. Des registres religieux au gospel en passant par de la variété française. Les choristes explorent un large répertoire et ajoutent chaque année quelques nouveautés. C'est sans doute l'un des nombreux secrets de leur longévité. Il n'y a pas beaucoup de chœurs d'hommes dans le coin, enfin il n'y en a plus beaucoup. Il y en avait beaucoup il y a 20-30 ans, mais malheureusement beaucoup moins. Donc c'est déjà ça. Donc vous avez 60 bonhommes qui chantent ensemble, c'est quand même quelque chose. Et puis voilà, comme j'aime vraiment le répéter, c'est ce côté entraide et puis lien qui unit tous les choristes. C'est pas une association simple. Voilà, il se passe beaucoup de choses en dehors du chant, en dehors des concerts aussi qui nous unissent et qui a fait qu'on a duré 160 ans et j'espère tout autant encore. Aujourd'hui, ils sont 67 choristes à faire résonner leur voix à l'unisson. Parmi eux, Roger, 90 ans, l'un des doyens du groupe, chante depuis plus de 53 ans. J'aime chanter. J'aime bien revenir dans les répétitions parce que je vois tous les copains, on rigole, on blague et tout ça et ça me fait du bien. Chaque année, 5 à 6 nouvelles voix rejoignent l'ensemble vocal, comme Marc, 56 ans. J'apprécie beaucoup. On ressent du bien-être. Le chant provoque, du bien-être. Et par contre, c'est beaucoup de travail. Ouvert à tous les hommes, quel que soit l'âge ou le niveau, le Chœur d'Homme de Hombourg-Haut continue de rassembler les voix et les générations. Longue vie à cette harmonie masculine. Tout à fait autre chose. Connaissez-vous le kiwano ?
C'est un fruit qui est originaire du Kenya et aussi insolite que cela puisse paraître. Un agriculteur, et oui, du Tarn-et-Garonne, cultive ce fruit depuis les années 90. Partons donc rendre visite à Laurent, cet agriculteur qui nous présente les particularités du kiwano. Reportage de La Dépêche du Midi. Je vous présente un kiwano qui en fait est à l'origine du Kenya et qui est un fruit qui fait partie des concombres botaniquement. Quand la chair est bien verte, vert foncé, vert bouteille, en fait le goût de banane verte est très prononcé. Ça pousse à peu près comme un melon, on va le dire comme ça. Le feuillage est très très abondant et il protège les fruits. Et tous les fruits se font sous le feuillage et surtout dans toute cette ramification. Il lui faut énormément de chaleur, donc notre climat le permet. Mais cette année particulièrement, c'est assez difficile parce qu'en fait, des jours très chauds et très ensoleillés, on en a eu très peu. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.